et qui dit la chose suivante: le jour du jugement, les musulmans combattront les juifs et les juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres. Il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Donc les choses sont absolument claires pour eux. Shaul Shmukler, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Chodesh Tov. Chodesh Tov, voilà, beaucoup de souhaits. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio de si bon matin. Alors, on va parler du grand dossier qui est l'Iran, avec aujourd'hui les négociations de Vienne qui ont été interrompues. Alors, on a du mal à bien cerner ce que veulent les différentes parties dans ces négociations, mais je vais essayer de vous demander peut-être l'impossible. Est-ce que vous êtes capable de nous dire que veut l'Iran? Qu'est-ce que les Iraniens ont voulu montrer au cours de cette semaine de négociations qui n'a pas permis de développer véritablement, même pas un résidu d'accord avec les puissances? Écoutez, est-ce que vous êtes surpris d'abord, Daniel? Pas vraiment, c'est pas une grande surprise, mais à quoi joue-t-il? Très bien, écoutez... Les Iraniens sont venus avec des demandes absolument guignolesques, c'est-à-dire qu'ils reviennent avec des revendications, disent allez, on recommence tout depuis le début. Et la chose est toute évidente, et tout à fait évidente, ils veulent gagner du temps. Vous savez, un occidental, quand il rentre au bazar, il trouve quelque chose à 100 shekalim, à $100, il négocie un petit peu, il est à 80, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le marchand l'a acheté à 5, et puis le prix correct aurait été de 10. Donc vous voyez que les Occidentaux ne savent pas absolument négocier au bazar, c'est le roi du bazar, et ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps, tout simplement, pour avancer leur programme nucléaire. Et on sait très bien que c'est un problème qui n'est pas un programme nucléaire qui n'est pas civil, puisque s'il était civil, pourquoi faire de l'enrichissement à 60%? Comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, voilà. Peut-être plusieurs mois. Ils le disent eux-mêmes. Et donc alors, les Iraniens veulent gagner du temps. Que veulent les Américains? Les Américains, eux, ils veulent de la diplomatie, régler les problèmes de manière diplomatique. Pourquoi? Parce que chez les Occidentaux, c'est hors de question, et ça, les Iraniens les lisent très très bien, les Occidentaux ne veulent pas utiliser la force. L'emploi de la force est quelque chose qu'ils ne veulent pas avoir au recours. Donc ça c'est très clair. À partir du moment où on a compris ça, on comprend les termes de la négociation. Les uns veulent gagner du temps et les autres ne veulent pas avoir recours à la force. Est-ce qu'il y a des différences d'approche au sein des grandes puissances occidentales? On va va peut-être pas mettre dans un cas précis la Russie et la Chine en même temps, mais par exemple chez les Européens, chez les Français, les Britanniques, les Allemands, est-ce qu'il y a une différence d'approche par rapport aux Américains? Est-ce qu'ils veulent eux aussi aller jusqu'au bout de la négociation, ou alors ils sont peut-être un peu plus alertés et ils voudraient peut-être plus de gages de la part des Iraniens? Écoutez, qui est-ce qui a peur de cette situation-là? Un Iran nucléaire, ça effraie qui? Alors les Russes... Ça peut effrayer beaucoup de monde, hein. Oui, les Russes, ça leur est complètement égal. Les Chinois aussi. Les Anglais et les Français, ils se sentent pas très très menacés. Alors c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la diplomatie internationale, c'est qu'il y a un traité qui a été signé, il n'est pas respecté. Donc ça fait un petit peu désordre pour les autres à venir. Les seuls qui sont vraiment intéressés à ce qui est quelque chose qui se passe avec les Iraniens, c'est les Américains. Et pourquoi les Américains plus que les Européens? Parce que les Américains, ils doivent aussi tenir un petit peu compte d'Israël et des alliés de la région. C'est quand même eux qui veulent se présenter comme étant les gardiens, ceux qui offrent un parapluie militaire au cas où, un parapluie diplomatique, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à Israël, à tous les gens qui ont des bonnes raisons d'avoir peur d'un Iran nucléaire. Alors, jusqu'à où va-t-on là? C'est-à-dire là, on a le sentiment que les Américains ont légèrement durci le ton un peu, ils donnent l'impression de prendre conscience que les Iraniens sont en train de les duper. Vous avez le sentiment que malgré tout, s'il doit y avoir une reprise des négociations dans quelques jours, on va essayer d'aller vers un accord, même un accord partiel, vous savez, un accord à tout prix. C'est le tigre en papier qui parle. C'est vrai qu'ils ont forcé un petit peu le ton, Blinken a forcé un petit peu le ton il y a quelque temps, mais tout ça, ce n'est que parlotte. Alors, ce qui se passe, et la grande peur des Américains, c'est que les Israéliens
fassent un acte qui remettra en question la négociation. Mais on peut prévoir ce qui va se passer, c'est que ça va traîner, les Iraniens vont revenir pour gagner du temps, parce qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de faire perdre la face complètement aux Occidentaux. Mais pour l'instant, ils se font plaisir. Vous savez, et peu de gens qui le savent aussi, c'est que durant ces négociations, les Américains ne sont pas présents à la table des négociations. Oui. Ils sont dans la pièce à côté. Ça, c'est quand même incroyable. La personne avec qui on est censé négocier, la personne la plus importante, elle n'est pas là. C'était pas le cas lors des négociations avec l'équipe de John Kerry et de Barack Obama. Absolument. Et effectivement, c'était pas comme ça. Vous vous rappelez les grands sourires que se faisait Kerry et puis le chef de la diplomatie. Le chef de la diplomatie, comment il s'appelle, Sharif. Bon, peu importe. Le chef de la diplomatie qui était tout sourire avec la Mogherini aussi. Et donc, on a Jawad Zarif. Voilà. Alors, donc on est un petit peu dans un ton différent parce que les Américains sont échaudés, ils commencent un petit peu à comprendre comment ça se passe, mais que vont-ils faire ? Est-ce qu'il y a, vous pensez aujourd'hui, plus de contact avec les Israéliens, entre les Israéliens et les Américains, qu'il n'y en avait à l'époque de Benjamin Netanyahu et de Barack Obama ? Certainement. Certainement, parce que chat échaudé craint l'eau, et toutes les eaux chaudes, les eaux froides, et les eaux tièdes aussi. Donc maintenant, on est sur un bis repetita, on est sur une deuxième affaire. Donc les Américains savent un petit peu comment ça se passe. Ils commencent à prendre conscience du modus operandi des Iraniens. Et là, alors donc, on pourrait peut-être dire qu'on est vers une forme, s'ils veulent absolument un accord, les Américains, mais que malgré tout, ils comprennent qu'ils sont en train peut-être de se faire duper. Alors, la solution de compromis, ça pourrait être un accord intérimaire qui permettrait, par exemple, la levée d'une partie des sanctions économiques contre l'Iran, celui qui ferait gagner beaucoup d'argent aux Iraniens, et en échange, le gel, en échange de la part des Iraniens, le gel de leur programme, ou en tout cas de l'enrichissement de l'uranium, même partiel. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais c'est évident que le scénario est le suivant. Les Iraniens vont gagner du temps, les Américains, les Occidentaux ne vont pas obtenir ce qu'ils doivent de fait et de droit obtenir, c'est-à-dire une interruption complète des activités nucléaires iraniennes avec la possibilité de visiter tous les sites. Donc ça va traîner. Alors est-ce qu'on va avoir quelque chose de partiel ou pas ? C'est bien possible. Les Occidentaux ne sont pas motivés. Ils sont pas sur un point de vue idéologique. Ils sont pas dans la même situation que les Israéliens. Et là, les Israéliens, on peut se poser la question. Naftali Bennett, on l'a vu à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois, a critiqué la position de Benjamin Netanyahu, en tout cas la politique de Benjamin Netanyahu en matière du nucléaire iranien. Il a dit qu'en fait, Netanyahu avait beaucoup parlé, mais pas beaucoup agi. Mais là aussi, on voit beaucoup un changement de la part de Naftali Bennett. Il durcit ses positions, il est plus combatif envers les Américains, plus dur envers les Américains, et il fait étalage de cette différence d'approche, alors qu'il avait promis de ne pas le faire. Vous avez le sentiment que ça fait partie d'un jeu de la part de Naftali Bennett et de Yair Lapid, ou alors véritablement on est inquiet du côté des Israéliens ? Chaque jour qui passe fait rapprocher les Iraniens du nucléaire. Et ça, maintenant, ça fait depuis longtemps qu'on dit on est à 1 an, on est à 2 mois, il y a un sabotage, ça recule. Maintenant, la situation devient critique. Et je pense que si un Yair Lapid dit ce qu'il dit, c'est qu'il est au courant des avancées, de ce qui se passe en Iran, et qu'il faut durcir le ton. Et pas seulement durcir le ton, il va falloir qu'Israël passe à l'acte. Quand le chef du Mossad dit l'Iran ne se dotera jamais, c'est une promesse de l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Écoutez, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est très clair. Ça veut dire qu'Israël est prêt à intervenir, malgré la volonté... Ça veut dire qu'Israël a la capacité d'intervenir militairement pour torpiller totalement le programme nucléaire iranien, même sans une coopération quelconque des Américains ? Les Israéliens se préparent, visiblement. Les services secrets et l'armée se préparent à une action. Ils le disent, c'est quelque chose de récent, puisque à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau diplomatique et aussi les services de renseignement et militaires aussi, vont tous dans le même sens et ils amènent ce message au monde entier.
Et donc, je crois qu'on arrive à une situation où on peut discuter, mais il y a un moment, il faut agir. Et je crois qu'on se rapproche de ce moment-là. Alors, on va essayer d'élargir le prisme et d'essayer de mieux comprendre un peu la position des Iraniens. Parce que vous nous l'avez expliqué, c'est la position, on va dire, factuelle dans le cadre des négociations, hein, cette volonté de gagner du temps. Mais derrière cela, qu'est-ce qui se cache, on va dire, dans l'orientation idéologique, on va dire, des Iraniens ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est les motivations des Iraniens. Alors, vous avez des Iraniens qui enrichissent de l'uranium et qui investissent énormément d'argent à un support au Hezbollah, aux Houthis, en Syrie. Et ça coûte énormément d'argent et le peuple n'a pas de pain. Donc la question est tout à fait justifiée. Pourquoi est-ce que cela semble tellement important aux mollahs iraniens d'aller vers le nucléaire ? Pourquoi au prix du bien-être du peuple ? Et il faut comprendre deux choses. D'abord, un mollah. Il faut comprendre que, pour comprendre la situation de ce qui se passe en Iran, il faut se mettre dans l'esprit d'un homme religieux, c'est-à-dire un ayatollah. L'ayatollah, c'est l'équivalent d'un rabbin ultra-orthodoxe. Et donc, les rabbins ultra-orthodoxes, tout comme les mollahs, ils ont un modus operandi. Je suis pas sûr qu'ils aimeront la comparaison, parce que les rabbins ultra-orthodoxes n'appellent pas à la destruction. Bien sûr, mais au niveau du lien religieux et de la manière de penser religieuse. Alors, normalement, un homme religieux, ça ne ment pas. Et pourtant, c'est absolument clair qu'ils mentent. Mais ils mentent avec l'accord de Dieu. Comment font-ils ça ? Est-ce que vous savez, Daniel, et aussi les auditeurs, est-ce que vous savez ce que c'est la maslaha ? Est-ce que vous savez ce que c'est la taqiyya ? Alors la maslaha, c'est l'intérêt suprême de la nation, du pays. Et la taqiyya, c'est la possibilité qui est donnée de manière religieuse et tout à fait légale de mentir, de dissimuler. Et donc, lorsqu'il y a un intérêt, lorsqu'il y a une maslaha qui est identifiée, eh bien, il y a la possibilité. Alors, c'est quoi la maslaha, là, dans le cas précis ? Qui est d'appliquer la taqiyya. Alors, quelle est la maslaha ? Quel est l'intérêt du peuple ? En Iran, il s'agit des chiites. Et les chiites, à l'opposé des sunnites, ils sont messianistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, dans la manière de considérer le Coran, les chiites sont des gens qui vont vers l'exégèse. Et ils croient aussi, ils ont aussi des hadiths. Un hadith, c'est une parole qui est rapportée au nom de Mohammed, du prophète Mohammed. Et ils ont 1 millier de hadiths, c'est-à-dire de propos rapportés par Mohammed, qui concernent les temps messianiques, alors que chez les sunnites, c'est 3 ou 4 hadiths. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ces hadiths ? Eh bien, la fin des temps, va y avoir une fin des temps, un temps qui va être apocalyptique. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je vais vous citer, et ça s'appelle la hadith de l'arbre et la pierre et de l'arbre, et qui dit la chose suivante: le jour du jugement, les musulmans combattront les juifs, et les juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres. Alors les pierres et les arbres parleront, interpellant les musulmans en ces termes: ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Donc les choses sont absolument claires pour eux. Les chiites attendent le deuxième imam. On sait très bien que le temps messianique est annoncé par un temps apocalyptique. Donc il faut se battre et il faut réduire à néant les juifs. Et l'Apocalypse, bien entendu, c'est le nucléaire. Mm-hmm. Donc c'est la raison pour laquelle c'est très important pour eux, le combat qu'ils mènent contre Israël, c'est un combat existentiel et d'identité. Deuxième point aussi, pourquoi est-ce que les Saoudiens ont peur des chiites ? C'est parce que les chiites, ils ont 1400 années de compte à régler avec les sunnites. Il faut savoir que les sunnites ont maltraité pendant très longtemps les chiites, et pour les chiites, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de régler les comptes avec les sunnites, et le rêve des chiites, ce serait de reprendre les lieux saints, c'est-à-dire la Mecque et Médine, et le troisième lieu saint aussi, Jérusalem. Donc, lorsqu'on analyse la position depuis Téhéran, ils sont dans une logique implacable, mais qui est opaque à l'occidental, puisqu'il ne sait pas ce que c'est une maslaha, il ne sait pas ce que c'est une taqiyya, et il ne connaît pas la hadith de l'arbre et de la pierre. Alors ça, c'est très intéressant d'avoir cet éclairage sur les intentions iraniennes. Cela veut dire que finalement, il ne faut pas se leurrer, il faut être vigilant, et il n'y aura pas d'accord. C'est-à-dire, même s'il y a un accord, cet accord, il sera immédiatement violé. Évidemment. Et donc, ça veut dire que
taquillé. A posteriori, on peut dire qu'aujourd'hui, la politique menée par Netanyahou d'un côté, Trump de l'autre, c'était la politique qu'il fallait mener, c'est-à-dire de tout faire pour empêcher un accord, de tout faire pour ne pas respecter, faire en sorte que annuler l'accord comme l'a fait Donald Trump en 2017, c'est-à-dire c'était ce qu'il fallait faire parce que finalement il n'y a jamais eu de volonté de la part des Iraniens de le respecter. Mais bien sûr, ça, il n'y a jamais eu une volonté quelconque des Iraniens de le respecter. C'est trop important, ça fait partie de leur essence, de leur existence. Et quand on comprend ça, eh bien, on comprend très bien pourquoi est-ce que les Iraniens sont prêts à engager des sommes colossales aux dépens du pain, du peuple. Vous vous rendez compte que dans l'Ahwaz, qui est la région qui est peuplée de maisons, il y a des problèmes d'eau. Les gens n'arrivent plus à avoir de l'eau pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de l'agriculture. Alors pourquoi investir les milliards qui sont donnés à toutes les organisations terroristes qui enserrent en tenaille et Israël et l'Arabie Saoudite ? Eh bien, c'est une bonne question. On comprend mieux à travers ce que vous venez de nous expliquer la réponse. En fait, la scène, on comprend mieux les intentions véritables des Iraniens. Merci beaucoup, Shaul Shmoukler, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir détaillé à la fois l'aspect factuel de ces négociations qui sont interrompues donc pour l'instant et, on va dire, l'aspect plus idéologique et religieux de ces pourparlers, ou en tout cas des intentions des Iraniens dans le cadre de ces pourparlers qui n'en sont pas véritablement qui ne sont pas particulièrement efficaces et fructueux. En tout cas, voilà où on en est ce matin. Bien entendu, il faudra voir comment les choses se développeront au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci encore, Shaul Shmoukler, d'être venu dans notre studio ce matin. Merci beaucoup. Et donc, en une parole, il n'y a rien à attendre de ces négociations. On l'avait compris.